Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre petit à petit. Donc voilà, le webinaire, la thématique du jour, c'est le remarketing. Alors je suis rejoint aujourd'hui par Harold. Alors peut-être qu'avant de commencer, on va peut-être rapidement se présenter, Harold, en quelques mots. Yes. Bonjour à tous. Je suis ravi en tout cas que vous fassiez partie aujourd'hui de ce webinaire. Moi, je fais partie du pôle SEA en fait chez Universem. Je suis Head of SEA. Et tout simplement, on a décidé de mettre en place ce webinaire sur le remarketing parce que c'est vraiment une grosse tendance. Vous allez voir en termes de performance, il y a vraiment énormément de potentiel avec ce remarketing. En général, il n'est pas du tout suffisamment utilisé par les entreprises. Et donc voilà, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous verrez, on l'a parcouru encore ce matin et vraiment, je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, restez jusqu'à la fin et je serai ravi de répondre à vos questions à la suite de ce remarketing, de ce webinaire. Parfait. Donc, et moi, je m'appelle Hugues Villeray, je suis responsable du marketing chez Universem. Alors, la particularité peut-être en tant que responsable marketing chez Universem est que je suis client d'Universem, donc je suis client d'Harold et je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'il dit, à savoir que le remarketing est un peu trop peu utilisé, même pour nous d'ailleurs. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est un peu notre cas au niveau du remarketing. Donc voilà, comme il l'a dit, on a fait une très chouette présentation et donc sans plus tarder, je vais peut-être avancer dans cette présentation avec un premier petit élément, c'est à propos de notre agence. Je pense que tout le monde nous connaît ou la grande majorité d'entre vous nous connaissent. Mais voilà, je vais quand même vite refaire une petite histoire de l'agence Universem. Donc, on a ouvert nos bureaux en 2007 à Namur. À la base, c'était 3 fondateurs. En 2015, on a ouvert notre deuxième bureau à Bruxelles et on a commencé à rayonner en Flandre. Et en 2017, en février plus exactement, nous avons ouvert notre bureau de Paris dans le 9e arrondissement, donc dans le quartier de l'Opéra. Et puis en 2017, on s'est lancé dans un projet assez ambitieux, supporté par Google d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'en tant qu'agence indépendante, il n'était pas toujours évident d'avoir autant d'insights et d'informations que les très grands groupes médias. Et donc, nous avons décidé de cofonder avec d'autres agences indépendantes européennes le réseau DAL, un réseau d'agences qui couvre notamment actuellement l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, la Norvège. Donc voilà, on est très nombreux. D'ailleurs, aujourd'hui, un de nos cofondateurs, Hubert de Cartier, est à Bruxelles avec 19 experts SEO venus de ces différentes agences pour échanger les bonnes pratiques et pour servir nos clients au mieux. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de toutes nos certifications, mais voilà, comme la plupart des agences digitales, on est certifié, bardé de certifications. On veille à rester à la pointe de ce qui se fait au niveau marketing digital, que ce soit en advertising, que ce soit en référencement naturel. On est un peu moins de 32, on est 28 aujourd'hui, on a 2 recrutements en cours, ça bouge beaucoup dans notre entreprise. La croissance de 4000%, ça peut paraître un peu assez improbable, mais voilà, c'est ce qui s'est passé depuis le lancement d'Universem. Et fait important aujourd'hui, parce que je pense que le remarketing, souvent, on perçoit ça comme une tactique B2C, et je pense d'ailleurs que la plupart des exemples aujourd'hui sont des exemples B2C, mais c'est aussi une tactique qu'on emploie au niveau B2B. Et donc, dans notre cas, 60% du chiffre est réalisé par des acteurs B2C, mais 6 clients sur 10 sont des acteurs B2B. On va en parler quand même dans le remarketing ici, dans le webinaire, on va en parler du B2B. Super. Il y a beaucoup de potentiel en termes de remarketing aussi. Ouais. Très clairement, très clairement. Donc voilà, ça c'est notre équipe. Au dernier Corporate Hockey, je ne sais pas si certains d'entre vous y prennent part, mais si jamais c'est le cas, n'hésitez pas. Ça nous ferait plaisir de vous croiser sur le terrain. C'est un moment de détente et de sport et de douleur aussi, mais ça se passe généralement très bien. Donc voilà, et nos 3 expertises, pour ceux qui ne le savaient pas encore, mais je pense que tout le monde le sait un peu, c'est qu'on fait de la stratégie digitale, on fait du search marketing, donc tout ce qui est SEO, SEA, comme l'a dit Harold, et tout ce qui est social ads, et tout ce qui est web analytics, puisque dans le digital, le plus important n'est pas tant de faire les choses, mais bien de les mesurer, de comprendre pourquoi elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas, et de les optimiser. Voilà. Yes, super. Merci beaucoup, Hugues. Ouais, je peux passer ici. Donc, avant de passer vraiment par les bases d'un remarketing performant, de voir comment est-ce que vous pouvez atteindre des chiffres, on va dire, en croissance grâce au remarketing, je voudrais juste spécifier, on entend parfois parler de remarketing, on entend parfois parler de retargeting, on entend parfois parler de reciblage, surtout en France. Et donc, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre ces différents points? Donc ça me semble important à souligner déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, le remarketing était exactement la même chose que le retargeting, c'est-à-dire le principe est de recibler quelqu'un qui était venu sur votre site, mais le remarketing était le terme utilisé quand on envoyait des emailing en fait. On parlait à ce moment-là de remarketing. Et pour tout ce qui était display et le reste, des bannières, on parlait de retargeting. En France, ils ont traduit retargeting par reciblage. C'est exactement la même chose. Sauf que, au fur et à mesure des années, le terme remarketing s'est démocratisé parce que c'est tout simplement le terme qui est utilisé par Google pour tous les différents outils qu'il met à disposition des annonceurs pour pouvoir faire du reciblage. En fait, ils utilisent le terme remarketing. Et donc, au fur et à mesure des années,
ce terme s'est un peu démocratisé, mais donc aujourd'hui, quand on vous parle de remarketing, quand on vous parle de retargeting, quand on vous parle de reciblage, en fait, ça signifie une seule et même chose, c'est de cibler des utilisateurs qui sont venus sur votre site, qui ont quitté votre site, pour les inciter à revenir et à convertir. Voilà. Ensuite, un autre élément important, c'est de comprendre comment ça marche. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, c'est assez technique, mais juste pour vous expliquer, je vais essayer de l'expliquer en français. C'est grâce à un code PHP ou un script en fait qui est caché dans le code vraiment de vos pages. Il va, si vous voulez, il va déposer un cookie lorsqu'un utilisateur va arriver sur votre site, un cookie qu'on peut appeler aussi un pixel espion, qui va capter des informations sur votre utilisateur, entre autres notamment sur éventuellement le comportement de l'utilisateur, est-ce qu'il a vu des pages produits, combien de temps il est resté connecté, etc. Et donc, vous pourrez par la suite créer des audiences sur base de ces informations et recibler la personne avec, on va le voir, si possible, le message le plus pertinent possible, en tout cas pour lui. Voilà. Voilà concrètement comment ça marche. Alors, pourquoi est-ce que le remarketing est si important? Il y a différents points à noter. Déjà, de 1, au niveau européen, tout secteur confondu, donc que vous soyez e-commerce ou que vous soyez au niveau B2B, on remarque que 95 à 99% des utilisateurs vont quitter votre site sans convertir, d'accord? Donc, sans acheter sur votre site, sans envoyer une demande de contact ou autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces visiteurs, la plupart, s'ils sont arrivés sur votre site, ils ne sont pas arrivés par hasard sur votre site. Ils sont arrivés parce qu'ils ont fait des recherches, par exemple sur les moteurs de recherche comme Google, ils ont vu des annonces, qui peuvent être des annonces payantes, SEA ou même organiques SEO, ils ont cliqué dessus, donc c'est que l'annonce avait déjà un intérêt. Ou alors, ils sont arrivés à votre site parce qu'ils ont cliqué sur des annonces visuelles, sur des vidéos, par exemple, quand ils naviguaient sur YouTube ou quand ils naviguaient sur Facebook, par exemple. Et donc, finalement, s'ils sont arrivés sur votre site, une grosse majorité d'entre eux, c'est qu'ils avaient un intérêt. Alors, qu'est-ce que vous faites de ces 95 à 99% qui sont partis? Là, l'idée, c'est de les retargeter derrière. C'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est des chiffres de Google ici. C'est que, selon une analyse approfondie qu'ils ont réalisée, ils ont remarqué qu'en moyenne, le taux de clic sur des bannières, lorsque vous ciblez une audience de remarketing, il est 10 fois plus élevé que si vous ciblez des profils non remarketing, donc des profils lambda. Et en plus de ça, le ROI, donc le retour sur investissement, est 2 fois plus important. Enfin, une dernière analyse qui a été faite par Smart Insight sur un nombre très conséquent de comptes, on remarque que les visiteurs retargetés, ils ont en moyenne 70% plus de chances de convertir qu'un prospect lambda. Donc voilà, ça c'est clairement des chiffres qui montrent l'importance du remarketing, surtout sur les dernières années. Alors comment expliquer de tels résultats? Ça qui est important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, 67% du trajet d'achat d'un utilisateur, il est réalisé undercover. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à 67% du trajet d'achat de la personne, donc achat ou conversion, peu importe, la personne, elle va entamer des recherches d'elle-même. Donc, elle va rechercher des informations sur vos produits ou sur vos services, sur ceux des concurrents, elle va vous comparer avec les concurrents, elle va analyser les avis clients, et c'est seulement après 67% qu'elle va décider de prendre une action avec vous, que ce soit une micro-conversion ou une macro-conversion sur votre site, ou envoyer un formulaire de contact ou vous contacter. Donc, ça veut dire qu'en gros, quand quelqu'un prend contact avec vous, dans la grosse majorité des cas, c'est parce que vous avez déjà été whitelisté en fait. Il a déjà pris sa décision. Et donc là, on voit clairement l'importance d'être présent dès le début du trajet du consommateur pour renforcer votre visibilité et avoir un impact dans sa décision en amont, tout simplement. Ensuite, il faut savoir que tout secteur confondu, 60% des conversions sont réalisées par des returning visitors, c'est-à-dire des visiteurs qui sont venus au moins plus d'une fois sur votre site. En moyenne, 30% de ces utilisateurs ont nécessité plus de 4 sessions sur votre site avant de convertir. Et de même, plus de 30% d'entre eux sont réalisés jusqu'à 7 jours après la première interaction. D'accord? Donc, on voit l'importance déjà ici de fait du remarketing ou du fait, en tout cas, d'essayer d'attirer des utilisateurs de plus en plus souvent sur votre site ou de générer plus de sessions pour finalement arriver à les faire convertir. Okay? Alors, tout ça, c'est bien, mais est-ce que les résultats, ils sont d'office garantis si vous faites du remarketing? C'est facile de dire que le remarketing, ça fonctionne, mais non. En réalité,
c'est plus compliqué que ça de le faire fonctionner, ou du moins de le faire fonctionner correctement. D'accord? On sait aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises, on va dire pratiquement 8 sur 10, font déjà du remarketing. Mais en réalité, il y en a vraiment très, très peu là-dedans qui utilisent le remarketing, on va dire, avec tout son potentiel. Et c'est ça que j'aimerais parcourir avec vous aujourd'hui, c'est vous montrer déjà de 1, quelles sont les bases pour réaliser un remarketing performant. C'est-à-dire que logiquement, si vous mettez ça en place, normalement, ça sera rentable. Voilà. Et ben voilà. Mais après, il faudra adapter un petit peu en fonction de votre secteur, mais on va vraiment voir ensemble les 4 gros piliers qui sont la segmentation de l'audience, comment segmenter au mieux votre audience, la partie cross-device, on va voir avec l'importance du mobile aujourd'hui, l'aspect cross-channel et les messages séquentiels qui va consister vraiment à adapter le message, à le personnaliser, on va dire, en fonction de votre audience. Voilà. Alors, premièrement, segmentation de l'audience. Ici, c'est vraiment la base du remarketing. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous segmentez l'audience, notamment en fonction du comportement de l'utilisateur sur votre site. D'accord? Pour pouvoir adapter le message, il faut savoir qui vous ciblez et pour savoir quel message vous allez utiliser, il faut savoir à quel type d'utilisateur vous avez affaire. D'accord? Et donc là, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire des listes d'audience sur base de différents blocs. Donc ici, vous avez les principaux blocs. Ça peut être, par exemple, en fonction de la durée des sessions. Donc, créer des listes d'audience sur base des utilisateurs, par exemple, qui sont connectés plus d'1 minute sur votre site, plus de 5 minutes, par exemple. Ça peut être aussi sur base du nombre de pages qu'ils ont vues sur votre site, 5, 10, peu importe. Sur le contenu, donc est-ce qu'ils ont vu des pages produits? Est-ce qu'ils ont vu des pages services? Est-ce qu'ils ont éventuellement recherché sur votre site où étaient vos points de vente? Est-ce qu'ils ont été voir la page contact? Est-ce qu'ils ont lu des articles de blog? Est-ce qu'ils ont vu des réalisations, par exemple, sur votre site? Vous pouvez également créer des listes d'audience sur base de macro ou micro-conversions. Donc, en l'occurrence, ici, sont pratiquement les plus importantes. C'est-à-dire créer des listes d'audience sur base des utilisateurs qui se sont, par exemple, inscrits à votre newsletter ou qui ont ajouté des produits au panier, qui ont fait une demande de devis ou qui ont acheté tout simplement ou converti sur votre site. Vous pouvez également créer sur base des nouveaux utilisateurs ou des utilisateurs déjà connus. D'accord? Est-ce qu'ils ont fait déjà plus de 3 sessions sur votre site? Est-ce que la personne, elle a déjà acheté pour plus de 500 €, par exemple, sur votre site sur les 3 derniers mois? Et alors, un des éléments les plus importants, c'est le nombre de jours depuis la dernière visite. Alors là, ça, c'est important de le mettre en place. Pour quelle raison? On va le voir. C'est que ça va vous permettre de séquentialiser les messages. Donc, typiquement, je vous donne un exemple. Vous voulez retargeter quelqu'un qui a ajouté des produits au panier en lui proposant un code promotionnel. Eh bien, éventuellement, vous pouvez lui proposer un code promotionnel jusque, on va dire, les dernières 24 heures depuis lesquelles il a quitté votre site. Mais vous pouvez adapter peut-être avec un code promotionnel supérieur entre 1 jour et 5 jours, et puis un autre message entre 5 jours et 10 jours, par exemple. Donc, pour ça, c'est important que vous puissiez distinguer le nombre de jours depuis la dernière visite, tout simplement. D'accord? Un petit astuce à ce niveau, c'est que dans Google Analytics, vous avez des packs d'audience qui sont gratuits, hein, ce n'est pas du tout payant, c'est des packs d'audience que vous pouvez sélectionner et qui vont créer pour vous en moins de 2 minutes, on va dire pratiquement au moins 60% des audiences que je vous présente ici vont être créées instantanément. D'accord? Donc ça, ce sont des éléments. Si ça vous intéresse, vous nous envoyez un petit email après et on vous répond comment faire. Voilà. Petite astuce. Alors, donc, OK, premier bloc, la segmentation, c'est la base de tout le remarketing, puisque c'est sur base de ça que vous allez décider finalement quel message adapter. Il y a juste un point que j'ai oublié de mentionner auparavant et qui est très, très important. Et vous l'avez peut-être identifié parce que lorsque j'ai mis par créer une audience sur base de la durée des sessions, j'avais mis pour moins de 15 secondes. Alors, ça peut paraître idiot, mais pourquoi c'est très important? Il faut savoir que sur un site, en général, de manière globale, vous avez un taux de rebond de plus ou moins 60%. Ça veut dire qu'environ 60% des personnes vont quitter votre site sans interagir une deuxième fois avec votre site. D'accord? Donc, ces utilisateurs, finalement, ils sont probablement peu qualifiés. Finalement, il y a peu de chances qu'ils vont convertir derrière parce que s'ils ont quitté votre site vraiment sans interagir ou en moins de 15 secondes, en l'occurrence, aussi, eh ben, il y a peu de chances qu'ils viennent acheter derrière. Et donc, là, l'intérêt de créer une audience, c'est simplement de pouvoir l'exclure de vos campagnes de remarketing et donc d'éviter de dépenser 60% par exemple de votre budget sur une audience qui finalement ne convertira probablement jamais derrière. C'est même pire que ça. Je pense que pour ceux qui nous ont suivis, on a lancé une série de vidéos sur l'expérience utilisateur. Je ne sais pas si vous y avez déjà été confronté, mais on peut détecter assez rapidement un cookie, pour moi, mal configuré, une audience mal réalisée dans du reciblage.
c'est typiquement, vous allez rapidement voir une page sur un site web et pendant des semaines, vous allez revoir le même message publicitaire pour un produit qui, à la base, ne vous a pas convaincu. Alors moi, d'une part, je pense que pour l'annonceur, c'est du budget gâché. Pour moi, en tant qu'utilisateur, c'est une frustration, une insatisfaction, une perception négative de la marque, d'où l'intérêt, comme tu le dis, de bien définir vos audiences et de vite et rapidement identifier les audiences que vous voulez tout simplement laisser tomber et ne pas recibler. Exact. Donc, premier bloc important, la segmentation, c'est la base. Ne reciblez pas tous les utilisateurs, s'il vous plaît. Essayez vraiment de segmenter. Deuxième bloc, c'est tout l'aspect cross-device. Alors, le cross-device, c'est important. Il faut savoir que 67% des Européens vont utiliser leur smartphone jusqu'à un stade avancé de leur processus de décision. Et pourtant, 80% des conversions sont effectuées via PC. D'accord? Donc ça, c'est simple. Vous avez probablement déjà fait une petite analyse et vous êtes rendu compte que finalement, les conversions sur votre site, en grosse majorité, sont faites via PC. Et vous avez peut-être déjà pris des décisions de se dire, on va moins investir sur le mobile ou on va réduire, on va dire, les enchères au niveau du mobile ou des tablettes. Ça peut paraître logique quand on regarde les conversions finales, mais pour moi, c'est une mauvaise compréhension du système. Pourquoi? Parce que si 67% des utilisateurs utilisent leur smartphone ou leur tablette, eh ben, finalement, c'est peut-être grâce à ces sessions-là que ces personnes ont décidé au final de convertir sur votre site. Et donc, si vous réduisez le potentiel d'être visible à ces personnes-là, au final, vous réduisez tout simplement votre potentiel de générer des conversions derrière. D'accord? Donc, il faut vraiment voir ça dans son ensemble. Et l'aspect cross-device ici prend toute son importance. Essayez de comprendre que la personne, avant de convertir, elle va probablement avoir plusieurs interactions avec votre site. Probablement, les premières interactions seront faites via smartphone ou via tablette. Et donc, ne négligez pas, en tout cas, cet aspect. C'est l'importance des modèles d'attribution, en fait, finalement. C'est ça, c'est ça. Un autre élément qu'il y a à comprendre aussi, c'est la différence entre Facebook, par exemple, Instagram, qui est regroupé avec du Facebook, et LinkedIn par rapport à Google. La manière de fonctionnement est différente. En fait, par défaut, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. sont cross-device. Pourquoi? Parce que pour vous décider de vous retargeter, c'est lié en fait à votre session d'utilisateur. D'accord? Or, la grosse majorité des personnes qui ont un compte Facebook, tout simplement, elles ont l'application qui est dans leur smartphone ou sur leur tablette, elles ont le Messenger. Et comme c'est lié tout simplement à votre session, eh ben, peu importe que vous soyez sur votre tablette, smartphone ou sur votre PC, vous allez voir la publicité. Donc, c'est cross-device par défaut. Ça, c'est l'avantage. Google fonctionne de manière différente. On l'a vu, il y a un cookie, d'accord, un pixel espion en quelque sorte, qui va prendre un identifiant de la personne. Mais cet identifiant, il va différer si vous vous connectez via un PC, via un smartphone ou via une tablette, d'accord? Et donc, par défaut, il ne s'est pas forcément lié la personne à l'identifiant parce que l'identifiant varie, d'accord? Donc, par défaut, Google n'est pas cross-device. Alors là, il y a quand même une nouveauté que je voulais vous communiquer, c'est que depuis le mois de juillet, donc ça fait quelques semaines maintenant, Google a mis en place Google Analytics cross-device, d'accord? Mais ce n'est pas activé par défaut. Donc, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas activé, vous pourriez le faire pour que ce soit actif chez vous. Et Google Analytics cross-device, ça vous permet de quoi? On va dire deux gros éléments. Premièrement, c'est d'avoir des rapports cross-device, donc là, qui ont un intérêt pour vous. Pourquoi? Parce que là-dedans, vous allez comprendre sur tout le parcours client entre le début et la fin de sa conversion. Il est passé par plusieurs devices et ça va vous permettre de comprendre quel est l'impact ou l'importance des sessions qui sont venues via mobile ou tablette sur la conversion finale. D'accord? Deuxième élément, non des moindres, surtout pour le remarketing, c'est que ça vous permet aujourd'hui, maintenant, de faire enfin du remarketing cross-device avec Google Analytics. D'accord? Alors là, on aura peut-être des questions à la fin, on verra. Peut-être certains d'entre vous vont me dire mais non, mais nous, remarketing cross-device avec Google, on sait que c'est déjà possible depuis quelques temps, voire au moins l'année dernière. Alors oui, effectivement, c'était possible, mais la différence, c'est quoi? C'est que c'était possible avec des listes d'audience de AdWords et pas des listes d'audience d'Analytics. Donc, il fallait mettre en place des listes d'audience d'AdWords. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que dans AdWords, vous avez beaucoup moins de possibilités de ciblage que ce que vous permet Analytics. D'accord? Donc, nous, on vous suggère vraiment de passer sur du Google Analytics cross-device, de créer vos audiences sur base de Google Analytics qui seront plus poussées, plus détaillées et du coup, de profiter maintenant du cross-device via Google. Voilà. Complètement. Exactement.
OK, donc 2 premiers blocs, l'importance de la segmentation et surtout ne négligez pas l'importance du mobile et l'importance du cross-device. Troisième gros bloc, c'est l'aspect cross-channel. Je pense probablement un des plus importants et peut-être un de ceux qui est le moins connu ou le moins utilisé par les entreprises. D'accord? Donc l'idée, c'est de se dire, vous avez une audience qui est arrivée sur votre site, vous décidez de faire du remarketing, oui, ok, chouette, mais faites-le sur les différents canaux. Faites-le sur du Facebook, faites-le sur du LinkedIn, surtout si vous êtes du B2B. Faites-le éventuellement sur du Instagram, encore plus si c'est en France, parce qu'en France, on sait que Instagram prend encore de plus en plus d'ampleur. Et donc ça, surtout, ne le négligez pas. C'est quelque chose d'important. OK, vous allez me dire, ouais, OK, logique, c'est bien. Mais il y a quelque chose encore, de manière pour aller encore plus loin. C'est l'aspect des UTM. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un UTM ou pas. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais en gros, c'est extrêmement simple de mettre en place. Ça vous prend 15 secondes. C'est simplement des éléments que vous allez rajouter à votre URL de destination finale. Donc, si vous, à la base, votre campagne, elle a pour but de renvoyer sur la home page, eh bien, vous allez simplement rajouter des éléments dans votre URL qui vont permettre par la suite d'identifier les prospects qui sont arrivés à votre site via une campagne, via quels canaux ils sont arrivés, est-ce qu'ils sont arrivés via du LinkedIn, du Facebook, etc. et via quelle campagne ils sont arrivés. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire facilement sur Google. Vous tapez par exemple Google URL Builder, d'accord? Vous allez arriver directement sur un outil de Google qui vous permet de le faire en 15 secondes. Alors pourquoi c'est extrêmement important? Parce que par la suite, vous allez pouvoir créer des listes d'audience sur base de ces UTM. D'accord? Alors, quel intérêt? L'intérêt, c'est que du coup, vous allez commencer à pouvoir profiter du potentiel de ciblage que propose chaque plateforme. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, pour Universem, on a décidé de créer une campagne sur LinkedIn où on a décidé de cibler tous les CEO et tous les patrons d'entreprises à Paris et au Luxembourg. D'accord? Donc, on a fait une première campagne LinkedIn qui n'est pas du remarketing, hein, c'est une campagne d'acquisition. On a créé des UTM, comme vous le voyez ici sur le slide. D'accord? Par la suite, on crée une audience. Avec l'audience contient, par exemple, la campagne CEO Paris-Luxembourg. Qu'est-ce qui se passe? Après X semaines, on a 5000 visiteurs qui sont arrivés sur le site. Logiquement, 5000 visiteurs sont des CEO ou des patrons d'entreprise. Okay? Et bien maintenant, je peux utiliser cette audience pour recibler ces personnes sur Facebook, pour les recibler par exemple sur Google ou sur du Gmail, alors que à la base, ce type d'audience n'est pas, ce ciblage n'est pas disponible, on va dire, sur du Google ou sur du Facebook, d'accord? Et donc, le fait d'utiliser comme ça des UTM sur vos différentes campagnes, ça va vous permettre de recibler les personnes sur tous les canaux différents, d'accord? C'est pas parce que voilà, la personne en gros qu'on a ciblé, le CEO qu'on a ciblé via du LinkedIn, très probablement cette personne elle a un compte Facebook, très probablement elle se connecte peut-être tous les jours sur Internet et elle va naviguer sur Google. Donc essayons de le recibler et pas que sur du LinkedIn, sur les différents canaux, d'accord? Même, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant au niveau du lead nurturing. Là, ici, typiquement, tu prends un très bon exemple, c'est une fonction difficile à toucher. Un autre exemple, ça pourrait être un CTO, ça peut être un chef des opérations, ça peut être un responsable des achats. On peut en effet, sur des plateformes comme LinkedIn, cibler par fonction, comme vous le savez, ou par type de poste, par niveau d'ancienneté. Mais ça va vous permettre aussi, au travers de différentes campagnes, de vraiment travailler en mode funnel, voire même en mode cyclique, et d'arriver à ce fameux cercle vertueux où, campagne par campagne, vous allez pouvoir affiner votre audience, revalider en fait au travers de différentes étapes que l'audience ciblée initialement et celle qui s'est rendue sur votre site est bien celle que vous vouliez avoir à la base, pour à la fin rentrer, comme je vous le disais, dans ce cercle vertueux, vous allez être certain, au fil du temps, d'avoir une audience. Voilà, tu disais 5000, on va peut-être arriver à la fin à 1000, 1200 personnes, où là, on est pratiquement convaincu à 80, 85, 90% que eh bien, cette audience correspond tip-top au profil initialement recherché. Et ça, c'est toute la force aussi du remarketing et l'utilisation vraiment bien adéquate de chaque élément du TM et de chaque création d'audience, non seulement via des paramètres de qualification comme on vous les a présentés avant, mais aussi au travers d'éléments de campagne et de ciblage que certaines plateformes proposent et d'autres pas, malheureusement. Voilà. Et juste pour donner un exemple peut-être e-commerce, parce qu'ici on était plus sur du B2B avec du LinkedIn, vous pourriez très bien utiliser, par exemple, faire une campagne sur Facebook et sur Instagram en ciblant, par exemple, les personnes qui ont un intérêt pour une marque en particulier et recibler ces personnes-là par la suite sur du Google, où vous n'avez pas la possibilité de cibler des gens qui ont un intérêt pour une marque. D'accord? Donc là, c'est un autre exemple typiquement, peut-être plus orienté
e-commerce. Tout à fait. Voilà. OK, donc les 3 premiers gros blocs. La segmentation, très important, l'importance du mobile, la possibilité de faire du cross-channel, notamment grâce aux UTM. Et enfin, le dernier bloc qui est aussi extrêmement important, c'est l'aspect de la séquentialité. D'accord? Donc la séquentialité, il s'agit en fait ici, de personnaliser le message, de scénariser le message en fonction du comportement que l'utilisateur a eu sur votre site ou éventuellement sur base des UTM. Donc de nouveau, si vous avez activé une campagne de awareness sur du YouTube, sur du Facebook, etc., et que vous avez acquis des personnes qui ne vous connaissaient pas forcément au départ, vous pouvez aussi adapter le message en fonction de ça. Donc pas que en fonction du comportement, mais ça peut être aussi sur base des UTM. Voilà. D'accord, donc utilisez vraiment le potentiel de vos audiences segmentées. Autre élément, et ça je pense que c'est important aussi de le prendre en considération, c'est que vous pouvez adapter éventuellement les settings des campagnes, d'accord? Par exemple, quelques éléments que vous pouvez adapter en fonction de la campagne de remarketing que vous mettez en place, c'est ce qu'on appelle le frequency cap. Donc en gros, c'est le volume d'impressions, le nombre d'annonces que la personne va pouvoir, va voir en moyenne, d'accord? On va pouvoir voir au maximum. Vous pouvez aussi adapter éventuellement le budget journalier, les enchères, ou aussi le type de diffusion, d'accord? Diffusion accélérée ou normale. Accélérée, ça veut dire qu'en gros, on essaye de diffuser la publicité le plus rapidement possible dès le moment où la personne va quitter votre site. Normal, on va, en fonction de votre budget journalier, on va distribuer la publicité de manière pas homogène, en tout cas, au fur et à mesure de la journée. Alors là, par exemple, typiquement, pour vous donner un exemple, imaginons quelqu'un qui vient sur votre site, qui ajoute un produit au panier, en l'occurrence, et qui quitte sans convertir. Eh bien, vous pouvez prévoir une campagne, par exemple, de remarketing avec une diffusion accélérée, d'accord, l'objectif qui voit la publicité le plus rapidement possible, avec un message, par exemple, d'un code promotionnel, et s'assurer déjà qu'au niveau du budget, vous avez un budget suffisant que pour être diffusé, et aussi augmenter un petit peu votre enchère pour vraiment essayer que la personne va voir le message le plus rapidement possible et s'assurer qu'elle voit le message, d'accord? Potentiellement, une campagne sur une durée peut-être limitée. Par contre, si vous faites une campagne pour promouvoir, par exemple, vos soldes, des campagnes sur un mois complet, on est sur une plus longue durée. Ici, plutôt aller veiller vraiment à la fréquence de diffusion pour ne pas non plus que les personnes vont voir 50 fois votre annonce, parce que là, vous allez vraiment basculer plutôt dans un effet néfaste pour votre image de marque et vis-à-vis du consommateur. Ici, vous avez un petit graphe, ça c'est des infos de Google, c'est par rapport à YouTube ici. En l'occurrence, ils ont fait vraiment leur analyse sur des échantillons très très larges, et ce qu'il en ressort, c'est quoi? C'est que jusqu'à un taux de fréquence de 6 par semaine, ici c'est par semaine, vous aviez un effet positif sur le ad recall, donc la probabilité que la personne va vraiment se souvenir de votre marque par la suite. Par contre, au-delà, il n'y a plus d'effet en termes d'ad recall, et au contraire, il y a un effet même plutôt néfaste en termes d'image de marque. Donc typiquement, par exemple, Google conseille pour des campagnes YouTube de ne pas dépasser une fréquence de 6 par semaine sur un utilisateur. Oui, d'ailleurs, tu m'expliquais juste avant qu'on commence ce webinaire que sur Facebook, dépendant du type de campagne, on n'a pas systématiquement la main sur le frequency cap, on ne peut pas le modifier, l'adapter. Et donc, dans certains cas, quand l'audience est trop restreinte et que le budget est trop élevé, la fréquence augmente fortement, et là, ça devient presque du harcèlement, et ça a un impact vraiment négatif sur les audiences ciblées, puisque la campagne est vraiment perçue comme intrusive, comme trop répétitive, et donc n'a plus vraiment de valeur. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a différents types de campagnes et d'objectifs que vous pouvez mettre en place sur Facebook, où vous pouvez contrôler le frequency. Ce sont principalement des campagnes de notoriété, par exemple, où vous allez pouvoir obliger à Facebook de ne pas dépasser une fréquence de, on va dire, 3, par exemple, pour utilisateur, ou 2, justement pour vous assurer d'essayer de toucher toute la portée de votre audience potentielle. Mais par défaut, il y a d'autres types de campagnes où vous ne pouvez pas gérer la fréquence et où c'est Facebook qui va déterminer lui-même en fonction de la manière dont se comportent les gens, s'ils rediffusent aux mêmes personnes ou pas. Et donc là, c'est un peu plus compliqué d'avoir le contrôle, mais vous pouvez à ce moment-là plutôt jouer avec le budget journalier, avec les enchères, et ça va avoir un impact. Typiquement, par exemple, si vous avez une audience qui est très faible, je ne sais pas, je veux dire, par exemple, une audience de 500 personnes et que vous avez mis un budget de 100 € par jour sur Facebook,
c'est clair qu'après 2-3 jours, les personnes, elles auront vu 50 fois, vous allez avoir une fréquence de 50. À ce moment-là, il vaut mieux diminuer le budget à la limite 5 € par jour, ou alors mettez en pause la campagne parce que là, vous allez vraiment avoir un effet néfaste, quoi. Ok, tout à fait. Et donc maintenant, on va rentrer un peu dans un cas qu'on a mis en place pour un de nos clients. Exactement, on va vous montrer voilà, quelques exemples pour un de nos clients en termes de messages séquentiels qu'on a mis en place, simplement pour donner voilà, une idée, un exemple de ce qu'il y a moyen de faire. Ici, on a décidé de prendre celui-là parce que c'est un cas un peu belgo-français, dans le sens qu'il s'agit de la marque Free Free, qui est une marque leader en Belgique, en tout cas en vente de friteuses et gaufriers en fonte, gaufriers traditionnels plutôt haut de gamme, qui voulaient s'implanter sur le marché français, sachant que là-bas, ils n'avaient strictement aucune notoriété, la marque n'était pas du tout connue en France. Et donc, en fait, tout a commencé l'année dernière. On a décidé de mettre en place des campagnes au départ plutôt de notoriété sur YouTube, sur Facebook, où on n'a pas ici les visuels, mais voilà, c'était vraiment des campagnes de notoriété. Et l'idée, c'était qu'en parallèle, on a créé une campagne de remarketing pour recibler tous les utilisateurs qui étaient venus sur le site, qui avaient consulté des pages produits, qui étaient restés connectés plus d'1 minute sur le site, mais qui pour autant n'avaient pas été plus loin dans leur décision et n'avaient pas ajouté de produit au panier, donc forcément, ils n'avaient pas acheté non plus. Et donc là, l'idée, c'est qu'on s'est dit, OK, on est peut-être encore trop tôt dans le processus de notoriété, on n'est pas encore suffisamment connu, et donc on va jouer plutôt sur l'aspect de la notoriété de la marque, on va vendre la notoriété de la marque. Donc voilà, on a vraiment retargeté ces personnes avec un message très basique, très large, d'accord? Voilà. Ensuite, quelques mois plus tard, on a décidé de capitaliser sur un moment clé pour les e-commerçants, qui est la période du Black Friday, qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. D'ailleurs, on y arrive. Donc, si vous êtes e-commerçant, n'hésitez pas. C'est les deux événements les plus en croissance en France et en Belgique, d'après les derniers insights reçus, c'est le Black Friday. C'est exact. là que ça explose. Et donc là, on a décidé de lancer des campagnes de remarketing vers les visiteurs qui étaient venus sur le site depuis les 30 derniers jours, qui avaient eu des comportements qualifiés. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté le message en fait en fonction de la catégorie de produit qu'avait vu la personne. On a adapté l'offre en fonction du produit qu'avait vu la personne. Et donc là, typiquement, voilà, quelqu'un qui avait été voir une friteuse spécifique, on va lui remonter, en l'occurrence ici, Black Friday à moins 20%. La personne qui avait été voir un gaufrier, on allait lui mettre celle-là. La personne qui avait été voir un pack d'un gaufrier avec des plaques, c'était un autre visuel, etc. Donc là, c'est vraiment l'idée d'essayer déjà d'adapter le message en fonction de ce qui avait intéressé la personne au départ. Voilà. Ensuite, on a décidé juste après de mettre en avant les bénéfices produits. Bon, ici, en l'occurrence, c'est plutôt des recettes qu'on pouvait réaliser avec les différents produits et de jouer sur la période de Noël. L'idée ici, c'était d'essayer de sortir de la publicité qui est purement centrée sur un produit, où on met en avant le produit avec le prix et la description. On s'est dit non, on va essayer de tester un autre message, peut-être différent, un message un peu plus original, voilà. Et l'idée derrière, c'était, en plus d'essayer de faire revenir ces personnes qu'on reciblait, d'essayer d'avoir peut-être un effet de buzz ou de visibilité avec des partages de publications, d'accord, en espérant que les personnes lisent la recette, que ça les amuse et qu'elles partagent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on était ravis. Ces publicités ont été vraiment assez fortement… Il est mignon, le Père Noël. C'est surtout la recette des gaufres qui a été très fortement partagée, en l'occurrence ici. Et donc, voilà, là, c'est vrai que ça, pour l'investissement média qui a été mis en place, c'était vraiment très intéressant, et en termes de retour de l'audience reciblée, et en termes de portée grâce à tous les partages de ces audiences. Voilà. Sur la même période, au même moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une campagne de remarketing vers les personnes qui avaient ajouté un produit au panier, mais qui n'avaient pas converti, qui n'avaient pas acheté derrière. Et là, on leur poussait un code promotionnel personnel. Donc voilà, typiquement, c'est le genre de choses. Vous pourriez aussi prévoir, par exemple, de mettre en place ce genre de campagne avec du cross-selling ou du upselling. Ici, en l'occurrence, pour ce client-ci, c'était plus compliqué parce que des gaufriers et des friteuses, c'est quand même complètement différent. Ce n'est pas parce qu'une personne a acheté une friteuse qui va être intéressée par acheter un gaufrier. Donc, on a plutôt surfé sur l'aspect code promotionnel. Mais voilà, vous pourriez potentiellement ici, si on pourrait faire une campagne en ciblant les personnes
qui ont acheté des gaufriers en essayant de leur vendre les différents plaques de gaufres qu'il est possible de faire. Et enfin, quelques semaines plus tard, en fait, on avait identifié quand même pas mal de personnes qui avaient été voir, en l'occurrence ici des friteuses, qui avaient un comportement qualifié parce qu'ils étaient restés connectés longtemps, ils avaient ajouté des produits au panier, finalement ils n'avaient pas acheté, ils sont revenus sur le site, ils n'ont pas acheté. Et là, ce qu'on s'est posé la question, on s'est dit, mais finalement peut-être que le produit ne correspondait peut-être pas suffisamment à leurs attentes. Et donc, à ce moment-là, Free avait sorti une nouvelle friteuse avec un couvercle anti-odeur en fait et anti-graisse. Et on s'est dit, bon, on va essayer de retargeter ces personnes en leur proposant ce nouveau produit avec une promotion et en espérant que ce produit correspondra peut-être plus à leurs attentes et d'essayer de les faire convertir derrière. Et en l'occurrence, ça peut repartir aussi plus sur un message de notoriété, d'image, etc. Donc voilà, ça c'était un autre exemple. Ce qui est aussi sympa, si on reprend par exemple l'exemple des UTM que tu parlais, du comportement des utilisateurs et de la force que l'on peut avoir à combiner différents éléments de ciblage. Moi, personnellement, j'ai vécu en appartement. Je pense que bon nombre d'entre vous l'ont fait aussi. Faire des frites en appartement, comment expliquer? C'est pas recommandé. Et donc, typiquement, là, dans le cadre de Free, on avait identifié un potentiel latent de clients intéressés par la friteuse, mais aussi très inquiets de l'odeur et de ce que ça pouvait représenter en appartement. Et là, typiquement, avec un produit comme celui-là, vous pouvez recibler une audience qualifiée, dont finalement un des segments ou une des typologies, des spécificités, donc le fait que le lieu d'habitation principal soit un appartement, et bien voilà, avec un produit qui offre un couvercle anti-odeur et anti-projection, on répond en fait à une des problématiques initiales, donc on adresse une des douleurs de la personne par rapport à son besoin initial d'une friteuse, et donc là vous pouvez le recibler, encore une fois, avec un message dont la valeur porte vraiment et s'adresse correctement à l'audience. Exact. Donc voilà, ça sont vraiment les 4 grosses bases d'un remarketing performant. Logiquement, si vous mettez tout ça en place, ça devrait fonctionner et vous verrez que ça peut vraiment être vite rentable et facilement rentable, peu importe que vous soyez du B2C, peu importe que vous soyez du B2B. Vraiment, ça c'est la base. Si ça c'est en place, ça doit fonctionner. N'oubliez pas, c'est que vous pouvez promouvoir le remarketing sur les différents canaux, très important. Donc, ne vous focalisez pas que sur un canal, mais justement, profitez de pouvoir retargeter les personnes sur du Facebook, sur du LinkedIn, sur du YouTube éventuellement. Pourquoi? Notamment parce que vous avez toutes les possibilités de formats qui sont différents sur les différentes plateformes. Vous pouvez faire des campagnes plus vidéo, des campagnes Canva sur Facebook, par exemple, des bannières animées sur Google, d'accord? Donc, vraiment jouer avec ça, même si c'est le même message, essayez d'avoir tout simplement des formats qui sont différents. Et voilà, c'est une question de scénario et de message. C'est une question de scénario et de message. Vraiment, il faut. Je pense qu'avant de se lancer dans un projet remarketing, et peut-être qu'on n'en a pas encore assez parlé, on réinsiste dessus avec l'exemple ici de Free, c'est que le remarketing en soi, soyons honnêtes, sur Google Ads, c'est assez rapide à mettre en place. Comme tu disais, il y a des audiences qui sont déjà disponibles, on peut très vite y aller. Ce que nous voyons et ce que nous pouvons constater chez beaucoup d'annonceurs, c'est la mise en place d'un remarketing parfois peu efficace, qui n'est pas vraiment porteur de valeur et qui représente, un, de la frustration potentielle de vos clients, deux, du budget mal employé et mal utilisé en matière de ROI d'investissement. Et donc, il est vraiment important de bien réfléchir à, OK, mais qu'est-ce que mon audience recherche? Et c'est pour ça que même si l'exemple qu'on vous a montré aujourd'hui est B2C, j'insiste que dans n'importe quel secteur, si on s'assoit autour de la table et qu'on prend le temps d'analyser posément chacun des steps par lesquels vos clients passent avant de passer commande, avant de vous contacter, vous générez de la valeur. Générer de la valeur veut dire qu'eux sont intéressés, reviennent vers vous et finissent en fait par convertir. Et donc, c'est là qu'est toute la difficulté d'un bon remarketing très efficace. Et c'est ce qu'on voit dans l'exemple de Free, c'est que le message, la portée du message et ce qu'il représente comme valeur a un impact sur votre audience. Et si vous gardez ça en tête et que vous mettez le client finalement au centre de vos préoccupations en utilisant les différentes technologies, comme tu l'as dit, les audiences, le ciblage, le fait que vous utilisiez au mieux le médium et le format, ça devrait en effet très très bien fonctionner. D'ailleurs, il y a de plus en plus de formats, parce que là, tu en as mentionné quelques-uns, mais prenons encore quelques opportunités en plus. Voilà. Donc là, c'est vraiment la base. C'est le genre d'éléments qui peuvent être mis en place assez rapidement, assez facilement. Maintenant, il y a toujours moyen d'aller encore plus loin, d'avoir plus d'opportunités avec le remarketing. Là, vous avez quelques exemples. Le remarketing dynamique, d'accord? Donc là, ça consiste à quoi? Ça consiste à promouvoir le ou les produits en question que les personnes ont vus ou ont visité sur votre site, avec éventuellement un code promo qui va être ajouté à ceci. Donc là, ça va être vraiment très relevant et très parlant pour le prospect parce que c'est le produit en question qu'il a vu. Vous avez tout ce qui est email remarketing, d'accord? Donc là, l'idée, ça fonctionne en fait de la même manière que ce que vous pourriez avoir avec le remarketing dynamique, mais sauf que c'est par l'envoi d'un mailing et d'un template que vous pouvez complètement customiser. Donc là, en l'occurrence, par exemple, avec Free,
on avait mis le fait que c'était la dernière plaque disponible avec un compte à rebours qui diminuait. Ouais. Donc ça aussi, ça donne un sentiment, en l'occurrence, d'offres temporaires et ça fonctionne en général assez bien. Il y a un autre élément qui peut être vraiment mais très 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 puissant, c'est du on-site remarketing. Le on-site remarketing, c'est quoi? C'est que vous allez mettre en place, on va dire, un pop-up qui va se déclencher sur votre site en fonction de l'intention du consommateur. Donc, c'est-à-dire que si vous allez, par exemple, identifier qu'un consommateur, il a ajouté un produit au panier, et puis, à un moment donné, il va vouloir quitter le site. Si vous voyez la souris qui s'approche près de la croix pour fermer la fenêtre, eh bien, vous pouvez déclencher un pop-up, en l'occurrence ici avec une promo temporaire, avec un code promotionnel. Et ça, en général, ça peut avoir un impact assez fort en termes de taux de conversion derrière. En l'occurrence, là, on a remarqué vraiment le taux de conversion a vraiment très, très fortement augmenté. Et ça c'est assez facile aussi à mettre en place. Mais donc voilà, c'est d'autres opportunités. On ne va pas rentrer plus en détail dedans aujourd'hui parce qu'il y a quand même des aspects techniques, mais on serait ravis de pouvoir en tout cas prévoir un workshop sur le sujet d'ici peut-être quelques semaines, quelques mois, tout à fait. S'il y en a d'entre vous qui sont intéressés. Yes. Alors, tout ça c'est bien, mais il y a quand même quelques limites qu'il faut prendre en considération. Premièrement, c'est que le remarketing, il dépend des cookies. Et les cookies, un utilisateur, il peut les supprimer à tout moment. D'accord? S'il vide la mémoire de son navigateur, la mémoire cache, etc., à ce moment-là, il ne sera plus dans la liste d'audience. D'accord? Donc ça, il faut en prendre en considération. Ce n'est pas des volumes énormes, mais ça reste une limite. Deuxièmement, on voit l'utilisation de plus en plus fréquente et massive de logiciels de blocage, par exemple AdBlock, d'accord, qui représente 11% des utilisateurs dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qui, je pense, prendra toujours de plus en plus d'ampleur et qui forcément va freiner l'aspect du remarketing. Ici, c'est pour ça que moi, j'insiste sur l'utilisation des UTM, d'accord, dans vos campagnes. Utilisez des UTM. Pourquoi? Parce que comme je l'ai spécifié, vous allez pouvoir faire du remarketing sur du Facebook, sur du Instagram, sur du LinkedIn, en RLSA sur Google, sur du Gmail, par exemple. Et ce sont tous des éléments sur lesquels AdBlock n'a pas la possibilité de bloquer vos annonces, d'accord? Donc, le fait de jouer avec ces UTM et d'être présent sur ces plateformes, vous pouvez diffuser aux personnes même qui auraient installé AdBlock sur leur navigateur. Et enfin, la dernière, vous êtes tous au courant, la fameuse loi RGPD qui est rentrée en vigueur le 25 mai dernier, qui forcément a un impact en termes de consentement des utilisateurs. Donc là, c'est très important. Si vous lancez du remarketing, peu importe, il faut que vous ayez le consentement des utilisateurs. Donc, n'oubliez pas de mettre en place sur votre site vraiment le pop-up ou que les personnes doivent accepter pour continuer leur navigation. Du fait qu'elles acceptent à ce moment-là de partager leurs données et de recevoir de la publicité derrière, d'accord? C'est important d'être en règle avec la loi. Donc ça, nous, on vous conseille de vérifier que ce soit le cas. Puis au cas où, pour ceux qui auraient éventuellement peur, parce qu'on a eu quand même cette remarque et cette question de oui, mais si je mets un pop-up en place sur mon site web, beaucoup de gens risquent de refuser. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'exaspère dans certains cas quand l'accès du site m'est tout simplement interdit. Donc, en fait, je clique sans même vraiment lire les conditions générales. Tant pis, en soi, s'ils veulent mes données, mais qu'ils les prennent. De toute façon, les cookies, en soi, sont des fichiers texte qui envoient assez peu et qui collectent assez peu de données. Le dernier relevé en France fait état de 88% d'acceptation des cookies. Ce qui est assez marrant, et moi ce que j'ai envie d'aller voir, c'est que chez nous, chez Universem, on a 75-76% d'acceptation des cookies chez nous. Ce qui est marrant, c'est que le nombre d'acceptations par rapport au nombre de sessions sur la page conditions générales du site va être très édifiante. Ça veut dire que clairement les gens ne lisent pas. Ça n'empêche pas qu'il faut être compliant, mais voilà, je vous rassure, il vaut mieux être en respect de la loi, suivre la réglementation, proposer et servir ce banner et récolter le consentement de votre audience. Et n'ayez, pour moi, a priori en tout cas, pas vraiment de crainte quant au fait que les gens refusent éventuellement le push de cookies sur leur site web. Donc vous êtes transparent, je pense que tout se passera très bien. C'est ça. Alors, quelques statistiques intéressantes. 0,03%, c'est quoi? C'est la probabilité que tu peux l'ajouter, la probabilité, pardon, c'est la probabilité que vous ayez d'être frappé par la foudre tout au long de votre vie.
D'accord? Voilà, c'est une probabilité. Je vérifie parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver cette stat. On est honnête avec vous, on a piqué ça dans un atelier qui était donné par un autre as de l'advertising. Et donc, on a beaucoup cherché sur Google, on n'a pas retrouvé cette statistique, mais elle se vérifie au Canada. J'ai fait le calcul sur 35 millions de la population par rapport à l'espérance de vie et au fait qu'il y ait 18 blessés par an au Canada. Ça a l'air de coller. Voilà, donc ça, c'est bien. Et 0,04%, pratiquement identique, c'est la probabilité, excusez-moi, de cliquer sur une annonce au hasard, d'accord? Donc là, vraiment, vous voyez vraiment l'importance de diffuser le bon message à la bonne personne au bon moment pour l'inciter à cliquer parce que les personnes ne cliquent pas par hasard sur une annonce. Voilà, d'accord? Et on va terminer par ce slide-ci. Les éléments très importants à retenir donc, de cette session, c'est le haut potentiel de retour sur investissement que peut générer le remarketing. C'est la segmentation qui est vraiment au cœur et qui est un pilier du remarketing, d'accord? Segmenter les audiences. C'est ne pas négliger le mobile, vous l'avez vu, l'importance. Souvent, les 67% des utilisateurs vont utiliser le mobile et la tablette avant de prendre leurs décisions éventuelles de conversion, d'accord? Donc, ne négligez pas cet aspect. Très clairement. Et en B2B, tout aussi valable. Hein. Il y a 42% des gens qui débutent le processus d'achat par une recherche sur mobile. Donc, cette vieille légende urbaine, parce qu'en soi, ce n'est rien d'autre que ça, on est au bureau, donc finalement, on va plus utiliser son PC, n'est pas avéré. Donc, n'hésitez pas à bien utiliser les différentes sources, les différents devices disponibles, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Tout à fait. N'oubliez pas le potentiel cross-channel via les UTM, donc créer des UTM pour recibler sur les différents canaux. J'en profite pour dire qu'il y a des gens qui demandent un workshop sur les UTM en fonction de différentes plateformes. Ben voilà. Pourquoi pas? Franchement, avec plaisir. On prend note de la suggestion et on le fera très probablement avec le plus grand plaisir. Pas de souci, on prend note de cette remarque. Autre élément, tu peux mettre la suivante, ouais, les deux suivantes, tu peux les mettre jusqu'à la fin. La scénarisation, la personnalisation des messages. Donc là, ben voilà, vous avez vu l'importance. Et surtout, ne pas oublier le consentement des utilisateurs pour être en règle avec la norme RGPD, tout simplement. Voilà, ben donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez appris de nouveautés.